participé à cette table ronde. Donc, moi, je suis Dominique Épifane, je suis sociologue. Je travaille dans un centre d'études et de recherche sur l'emploi et la qualification qui s'appelle le CEREC, qui est un organisme national, mais qui est basé à Marseille. Voilà, et donc je travaille depuis de nombreuses années déjà sur les inégalités entre les femmes et les hommes dans l'emploi et sur le marché du travail. Donc là, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter assez rapidement, puisqu'il faut que tout le monde ait de la place. Donc assez rapidement, je vais vous parler des inégalités entre les femmes et les hommes et les violences systémiques sur le marché du travail. Donc vous pouvez voir, vous avez le PowerPoint à l'écran ? Normalement, oui. D'accord. Que depuis de nombreuses années, l'égalité entre les femmes et les hommes est un objectif qui est présent dans la loi française depuis un petit moment. Donc, dès 1972, on parle de travail de valeur égale et de salaire égal. Et depuis, donc, de nombreuses lois sont venues compléter celle-ci. Et la dernière en date est celle de 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, quand même, et vise à corriger les différences de rémunération dans les entreprises, avec en particulier la constitution d'un index, de l'index donc égalité professionnelle. Donc dans la diapo suivante, vous voyez que l'égalité entre les femmes et les hommes est un objectif qui est affiché aussi en Europe depuis sa création. Et pourtant, si on en croit le World Economic Forum, à ce rythme-là, au rythme où on est aujourd'hui, la parité dans le monde ne sera atteinte que dans 100 ans. Donc en France, vous avez sans doute entendu parler du hashtag 4 novembre 16h16, qui est inspiré des femmes en Islande, qui souligne qu'à compter de ce moment-là, en 2020, les Françaises travaillent gratuitement par rapport à ce que gagnent leurs homologues hommes, les Français. Donc rapidement, un cadrage statistique. On va s'arrêter encore une fois rapidement sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail en France. Et on peut voir, grâce au graphique suivant, que si au fil des années, on a assisté à un resserrement des situations des femmes et des hommes, on est passé par exemple de 35% de femmes dans la population active en 1970 à 48% aujourd'hui. Donc des avancées certes, mais des écarts persistent. Donc les femmes restent toujours moins nombreuses à participer au marché du travail, 68% d'entre elles contre 75% des hommes. Ça c'est les deux premières barres. Quand elles sont sur le marché du travail, qu'elles sont donc actives, elles sont pour autant moins nombreuses à être effectivement en emploi, 62% d'entre elles contre 68% des hommes, et elles sont, et ça c'est une chose qui est très connue maintenant bien sûr, elles sont beaucoup plus souvent à temps partiel. 28% des femmes qui sont en emploi le sont à temps partiel, alors que c'est seulement le cas de 9% des hommes. On l'a dit, les femmes travaillent gratuitement à partir du 4 novembre, malgré les nombreuses lois. Il y a donc des écarts de rémunération qu'on estime à peu près à 25% entre les femmes gagnant 25% en moyenne de moins que les hommes. Mais ces écarts peuvent être décomposés car plusieurs, évidemment, facteurs expliquent ces différences de rémunération. D'abord, le poids le plus important pour expliquer ces écarts tient au temps de travail. On l'a vu, les femmes sont plus nombreuses à travailler à temps partiel. Et donc, quand on fait toutes choses égales par ailleurs et qu'on enlève le temps de travail, on voit cet écart de 25% réduit d'environ 10 points, donc qui est expliqué par le temps de travail différencié. Ensuite, l'écart tient aussi aux métiers différents occupés par les femmes et les hommes, puisque, on le sait, il existe ce qu'on appelle une ségrégation horizontale, c'est-à-dire que les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes secteurs ni les mêmes emplois, et donc ça explique aussi en partie, il y a des emplois mieux rémunérés que d'autres, et donc quand on corrige de ces différences d'occupation des emplois, on corrige encore cet écart.
Ensuite, il y a aussi un effet de structure d'âge, de contrat de travail, de taille d'entreprise, qui explique aussi 3 points de ces 25%. Mais quand on a essayé de mettre dans les modèles à peu près tout ce qui pourrait objectivement expliquer des écarts, il reste quand même 10% de ces écarts de salaire qu'on dit inexpliqués et donc qui relèveraient de phénomènes potentiellement discriminatoires. Sur la diapo suivante, on voit la place des femmes dans les grandes entreprises. Alors, quand on regarde leur répartition, on s'aperçoit d'une persistance d'un terme que vous avez sans doute déjà entendu, de plafond de verre, qui est représenté ici en rouge. Donc, grâce à l'application de la loi Copé-Zimmermann de 2011, on voit tout en haut que les femmes sont 40% dans les conseils d'administration. Et la quasi-totalité des entreprises du CAC 40 qui sont domiciliées en France, ça c'est quelque chose d'assez important, ont en effet atteint cet objectif, ont rempli ce quota. Mais quand on regarde ce qui se passe en dessous, on voit que si la proportion des femmes chez les cadres est de 32%, les cadres étant le vivier qui peut alimenter les COMEX, c'est-à-dire là où se prennent les décisions dans les entreprises, on pourrait, ce 32%, on pourrait très bien imaginer qu'on le retrouve dans les COMEX. Or, on voit en haut de la pyramide que ce chiffre n'est que de environ 14%. Parce que s'il existe des quotas pour les conseils d'administration, et on voit que ça marche, en revanche, aucun quota pour les COMEX, et donc on ne peut pas dire non plus qu'il n'y a pas de vivier suffisant numériquement pour alimenter ces COMEX, puisque de 33%, on ne passe qu'à 14%. Voilà. Pour vous citer un seul exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, chez LVMH, alors que le taux de femmes cadres est à plus de 65%, puisque c'est une entreprise très féminisée, sur 10 membres de son COMEX, un seul membre est une femme. Donc, d'un point de vue qualitatif, maintenant, quand on interroge les femmes dans les entreprises, comment se manifeste le sexisme en entreprise? Donc là, l'étude à laquelle je vais me référer, en fait, relève de deux études distinctes qui rassemblent à peu près une centaine d'entretiens avec des femmes, soit dans des secteurs tertiaires, soit dans des secteurs où elles sont minoritaires. Donc, il y a deux types de contacts avec le sexisme. Un premier contact qu'on peut appeler une préscience, c'est un contact un peu banalisé avec un sexisme, c'est-à-dire banalisé dans le sens où il n'est pas vécu comme une surprise. Il relève d'un savoir plus ou moins conscient qu'on est inscrit et inscrite plutôt du mauvais côté de la barrière par le simple fait d'être une femme. Il est donc souvent anticipé et concerne plus particulièrement tout ce qui relève des maternités, des congés maternité et des salaires, domaines au sein desquels il semble entendu par ces femmes avec un certain fatalisme qu'on va avoir affaire plus ou moins fortement à des discriminations sexistes. Alors, si ces formes de sexisme ne sont pas ressenties ou énoncées comme une violence, parce qu'elles semblent faire partie du paysage et des règles du jeu du marché du travail, pour autant, elles agissent avec une telle force qu'elles semblent même conditionner très largement le positionnement des femmes sur le marché du travail et structurent leur comportement. Vous voyez dans la diapo suivante une verbatim où on voit que cette Sandra, par exemple, qui pense être en effet victime de discrimination salariale parce qu'elle est une femme, mais a renoncé pour l'instant à demander une augmentation à son patron, puisqu'elle ne se considère pas, puisqu'elle est enceinte à ce moment-là, vraiment en position de force pour le faire. Et elle nous dit que, manque de chance, les négociations pour les salaires se font en janvier, que c'est justement en janvier qu'elle est tombée enceinte, et donc elle dit qu'elle ne va pas quand même être trop exigeante. Donc on voit bien comment les choses sont intégrées par bon nombre de femmes, et que du coup, les choses sont vécues de façon très fataliste.
Et c'est justement la diapo suivante où on voit que beaucoup d'entre elles sont du coup sur une prescience qui engendre la plupart du temps un discours dépolitisé, plus proche du renoncement que de la revendication. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On ne peut rien y changer. Ce n'est pas encore mûr dans les esprits. Ça évolue quand même petit à petit, mais finalement, je me dis, j'ai un travail. Finalement, c'est pas si grave que ça. Il y a pire. Alors, un deuxième type de contact avec le sexisme, c'est quelque chose qui est vécu avec beaucoup plus de brutalité, qui relève davantage d'événements, de paroles perçues comme violentes. Ce contact surprend les personnes. Il y a un sentiment d'injustice et surtout l'expression d'une souffrance. Et ce qui est important ici, c'est que le sentiment d'injustice n'est pas forcément nommé comme du sexisme. On sent bien que c'est pas normal, on sent bien que quelque chose ne va pas. Pour autant, toutes les personnes qui subissent ce genre de choses ne le relient pas forcément à du sexisme. En revanche, la souffrance, je disais, qui l'accompagne, là, pour le coup, est quand même très dissible. Donc, deux exemples de verbatim. Amanda qui nous raconte comment a réagi son patron lorsqu'elle lui a annoncé qu'elle était enceinte. Voilà, je vous laisse lire la verbatim qui se suffit à elle-même, de la violence, du caractère inadmissible, bien sûr, de ce qui lui est rétorqué. Ou encore Isabelle, technicienne d'intervention, qui nous explique comment elle a été accueillie dans un service technique où elle était une des seules femmes. Et là encore, il y a des paroles et un accueil très violent qui lui est fait. Alors, quel que soit le type de contact avec le sexisme, qu'on l'appréhende, qu'on le sache, qu'on le connaisse à l'avance ou qu'on en soit très surprise, ce qui traverse l'ensemble des témoignages qu'on a recueillis, c'est le doute, la difficulté de nommer, de discerner exactement ce dont on a été victime. Ce qu'on a subi, se révèle dans la majorité des cas difficile à identifier et reconnaître le sexisme ne semble pas être un processus évident pour la plupart des femmes. Alors, une fois que le contact avec le sexisme a eu lieu, que celui-ci soit très clair ou qu'il reste flou, plusieurs types de réponses sont apportées. Pour faire face, les femmes concernées vont ainsi adopter plusieurs types de conduites. Tout d'abord, la mise à distance. Là, il s'agit généralement de s'éloigner purement et simplement de la personne ou du contexte perçu comme discriminatoire. On change d'emploi ou on quitte le service auquel on a été affecté, mais parfois le choix de ces départs peut être un processus long, non seulement à intégrer, mais aussi à mettre en œuvre. Deuxième type de faire face, c'est ce qu'on appelle le blanchiment. Alors ici, les femmes n'essaient pas de lutter contre la situation d'injustice, mais plutôt elles s'efforcent de lui donner un sens pour leur permettre de cohabiter plus ou moins bien avec le problème. Alors, lui donner un sens, c'est trois façons de faire. En gros, c'est soit s'en attribuer la responsabilité, c'est de ma faute, soit justifier ce qui s'est passé, c'est pas de leur faute, ils sont sous pression, etc. Soit carrément positiver ce qui est arrivé. Donner à l'événement le statut d'épreuve professionnelle dont on sort grandi, renforcé et reconnu dès lors qu'on a été capable de les supporter. Je vais vous donner deux exemples dans les diapos suivantes. Voilà, il y a Lydie qui nous dit qu'elle a été très très mal accueillie parmi les techniciens et on lui a dit tu as voulu venir là, tu te débrouilles. Et avec le recul, enfin en tout cas, c'est ce qu'elle nous dit, Lydie nous dit finalement je les remercie parce que grâce à ça, je me suis dit je vais me débrouiller seule, je vais y arriver et je serai aussi bien qu'eux. Donc ça a été positif. Au début, ça a été des pleurs d'entendre toutes ces réflexions parce que c'était vraiment méchant. Et puis tout doucement, je suis montée en compétence. Ça c'est donc dans le domaine technique, Stéphanie qui elle est infirmière du bloc opératoire et qui nous raconte à quel point les chirurgiens avec qui elle travaille peuvent être très violents dans leur parole, voire même dans leurs gestes.
qui nous dit « Maintenant, je connais mieux ma valeur professionnelle, donc je suis moins déstabilisée par ce genre de choses. » C'est aussi un moyen pour eux, donc elle parle des chirurgiens, un moyen pour eux de choisir leur collaboratrice. C'est-à-dire qu'une fille qui accepte certaines réflexions, si elle garde son sang-froid, c'est qu'elle peut rester calme quand il y a une situation d'urgence. Donc là, on voit que dans ce cas-là, l'épreuve, et même quand ça relève clairement du sexisme, l'épreuve est vécue comme un bizutage, une sorte de bizutage professionnel, une épreuve à passer pour être reconnue comme quelqu'un de professionnel. Enfin, dernière façon de faire face au sexisme, c'est la résistance. Certaines femmes se révoltent à ce qu'elles perçoivent vraiment comme une injustice. Et en général, cette résistance se fait grâce à un appui du collectif de travail, de syndicats ou d'autres collègues, que ceux-ci soient féminins ou masculins. Ils peuvent aussi être renvoyés à une révolte, comme il n'y a pas de collectif de ce type-là, à une révolte individuelle qui souvent est décrite comme une affaire de caractère. Et ces femmes-là sont sur un registre, moi je ne me laisse pas faire, moi j'ai un caractère fort, et donc on ne va pas marcher sur les pieds. Et donc face à peut-être un manque de collectif, un manque de revendications collectives, certaines vont pouvoir en tout cas s'appuyer sur des ressources personnelles liées à leur caractère. Voilà. On parle même là encore de défis personnels. Je ne me laisse pas abattre, au contraire, ça me donne de l'énergie pour combattre et arriver à me surpasser. Donc pour conclure très rapidement, là encore, ce qu'il faut retenir, c'est que le doute, de toute façon, constitue un obstacle très important dans la dénonciation du sexisme et des éventuelles discriminations rencontrées par les femmes qui en sont victimes. Et puis, deuxième chose que dont j'ai pas parlé là, et on pourra en parler si vous le souhaitez dans la discussion, c'est que ce doute trouve aussi sa source dans un positionnement particulier de l'espace social. C'est-à-dire qu'il y a aussi chez les femmes une inégalité entre elles devant la possibilité de reconnaître et de dire, et encore plus de dénoncer le sexisme, soit par leur position professionnelle et sociale, où certaines ont plus de bagages que d'autres pour faire face, soit par une inégalité dans l'environnement de travail où quand il y a des collectifs qui existent, là, il est plus facile, évidemment, de lutter et de ne pas être soumise à ce type de sexisme. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai largement utilisé mes 10 minutes et je vais laisser la place à mes consoeurs.